soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et pour terminer la semaine, on vous propose de l'art, de la mauvaise foi, des portraits et du bénévolat. Je vous explique. Au sommaire, la disparition des Lucioles. Le collectif d'artistes AWAC va faire la lumière sur l'installation éphémère qui est en train de s'installer au centre culturel Unawalt. Le public pourra la découvrir à partir du 7 juin et c'est Lisandre Kirikone qui nous fait le plaisir d'être en plateau. Bonjour Lisandre. Faustina, bonjour. Vous allez nous dresser le portrait d'Elon Musk. Alors, millionnaire mégalo, mais aussi peut-être visionnaire. Exactement, qui va peut-être sauver toute l'humanité. On a hâte de découvrir ça. Allez, à suivre une découverte avec Serge. Il va nous dresser le portrait de Juliana Kuidic. Elle est accordeuse de piano. À 13h, comment devenir bénévole? Qu'est-ce que ça implique en particulier au sein de l'association INSEM? On va en parler avec Anne-Marie Horticogne et Christine Strombone. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Et puis sans oublier Jean-Baptiste, bonjour, qui nous parlera d'une initiative liée à l'art et Dave et son récap décalé. Voilà pour le sommaire, on peut démarrer tout de suite notre première partie d'INSEM. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. La disparition des Lucioles. Quel joli nom. C'est l'installation que le public va pouvoir découvrir au Centre culturel Unawalt. Ce sera à partir du 7 juin prochain. C'est une œuvre qui est donc proposée par un collectif d'artistes qui s'appelle AWAC. Ce sera l'occasion aussi pour nous de découvrir votre travail. C'est vous qui représentez le collectif aujourd'hui. Oui, quelle lourde charge. C'est terrible. Alors où sont les autres? Ils sont en train de travailler? Ils travaillent. Il y a beaucoup de travail. Et voilà, et moi je suis là, je fais la belle pendant qu'ils travaillent. Bon, merci, c'est bien. Je pense qu'ils vont quand même vous réserver un petit peu de choses. Hein. Il y a du travail encore. Oui. Le 7 juin, on va en parler. Alors, qui justement est en train de travailler sur l'installation? Qui manque? Alors, il manque Estelle Visagne et Sébastien Attard. Voilà, qu'on salue. Oui. Courage, travaillez bien. AWAC, pourquoi ce nom? Alors, AWAC, c'est la vache, encore. Ça s'écrit pas comme encore. Mais en fait, on a commencé en collant des petites vaches en mosaïque dans la ville de Bastia pour répondre à un artiste qui était venu en 2005. Et du coup, Invader. Et oui, qui a pour habitude lui aussi de... Voilà, il colle des petits personnages pop petits envahisseurs. Voilà. Et il est venu à Bastia et on s'est dit mais c'est pas possible, c'était vraiment chouette. Donc on s'est dit il fallait qu'on réponde à ça et on a trouvé l'animal un petit peu, pas endémique, mais un peu rural, symbolique pour la Corse et symbolique pour le monde entier, la civilisation humaine. Et donc, voilà. Et c'est resté la vache. En 2007 2007. On a commencé en 2007. Que le collectif se crée. Ouais. Pour répondre finalement à la visite d'un autre artiste qui peut-être vous a inspiré. Carrément, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Donc... D'accord, alors on va essayer de comprendre aussi votre travail au long de l'émission. La disparition des Lucioles. Alors ça, c'est le nom de l'installation qui est en train de se mettre en place tranquillement au Centre culturel Unawalt à Bastia. Comment vous avez eu l'idée de travailler cette œuvre, de construire cette œuvre? Alors en fait, la disparition des Lucioles, ça fait beaucoup de temps qu'on y pense, qu'on y travaille. Ça a commencé par la découverte d'un texte de Pier Paolo Pasolini sur la disparition des Lucioles, justement. C'était la métaphore de beaucoup de choses, mais du coup, la disparition des Lucioles, ça nous a fait tilt et on a essayé pendant des années de travailler sur ce sujet et la rencontre avec Johanna Macari, la directrice du Centre culturel. Qu'on salue également. Qu'on salue également. On a construit cette exposition-là et du coup, voilà. On a voulu alors un texte de Pasolini auquel vous avez envie de faire écho, la disparition des Lucioles. En fait, votre œuvre... c'est une déclinaison de lumière, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est vraiment le travail de la lumière. C'est-à-dire qu'on joue sur l'intérieur et l'extérieur du centre. Ah, vous investissez tout le lieu? On investit, même la rue, on investit la rue. Parce que nous, à la base, on travaille dans la rue, dans l'espace public. Donc, c'est la première fois qu'on est à l'intérieur d'un lieu. Donc, on a fait en sorte de pouvoir en sortir un petit peu. Et donc, on utilise aussi les escaliers César Vetsagne qui monte au théâtre. Voilà. Une forme de street art, en fait.
Voilà, on a commencé par le street art. Après, le street art, c'est énormément de choses. Et nous, on est plus basé sur l'art contemporain. Donc, du coup, voilà, on fait de l'art contemporain, mais dans la rue, dans l'espace public. Comment on travaille la lumière ? La lumière, c'est tout autour de nous. Même la nuit, il y a de la lumière. Sinon, il n'y aurait pas les étoiles, la lune. Il y aura un souci. On va parler D'ailleurs, on va parler de pollution lumineuse. Voilà, ça nous permet la disparition des lucioles, c'est aussi à cause de la pollution lumineuse. Les réverbères allumés la nuit, ça joue sur la disparition des lucioles. Et en fait, nous, on utilise la lumière. On a enlevé tous les éclairages des galeries. Et on investit. Ah oui. Vous avez tout viré au sens. C'est notre lumière à nous qui va éclairer l'espace. On recouvre tout en noir pour vraiment faire une expérience sensorielle dans la galerie. Tout est en noir feutré et il y a seulement des touches de lumière qui font un petit chemin comme ça. Vous allez proposer une balade au public ? C'est ça. Rez-de-chaussée, premier étage et l'extérieur. C'est quoi ? C'est le fil conducteur, la lumière ? Oui. C'est ce qui permet de se balader. Alors, comment vous avez eu l'idée de proposer ? Le point de départ, on a compris, c'est un texte. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce texte ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette installation ? C'est la disparition des lucioles, c'est Pasolini. Après, on s'est inspiré aussi des impressionnistes, la lumière, quoi. Tout ce qui a été fait sur le travail de la lumière. La disparition de l'humanité, aussi. La disparition de l'humanité. Oui, de l'humain, en fait. On n'est pas allé jusque-là. Ah, d'accord. Pour l'instant, on reste sur quelque chose de très... C'est un peu écologique, mais un peu... D'accord, la dimension écolo. Un petit peu, oui. Mais sur la lumière, donc l'aspect scientifique, l'aspect poétique, l'aspect pictural avec les impressionnistes. Et puis après, c'était la première fois pour nous qu'on utilisait un espace fermé, donc une galerie. Donc en fait, on recrée l'extérieur à l'intérieur. D'accord. Il y a un réverbère qui traverse le plafond pour arriver au premier étage. Donc on recrée la rue à l'intérieur. D'accord. Alors, on va faire une petite parenthèse avec un portrait. C'est Faustine qui a décidé de nous parler d'Elon Musk. Alors lui, est-ce qu'il est millionnaire à mégalo? Est-ce qu'il est visionnaire? Est-ce qu'il va... Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va sauver l'humanité, lui? On va voir. Alors Elon Musk, ce n'est pas le nom du maître de la galaxie d'une nouvelle de Philippe K. Dick, mais on n'en est pas très loin. Elon voit grand, Elon voit loin, bien au-delà des limites de la planète Terre. Elon est adulé et haï, et Elon évidemment complètement mégalo. Plus que de créer des sociétés, de les faire fonctionner et ensuite d'investir, il veut utiliser son pouvoir pour changer le monde, voire le sauver. Comment cela a-t-il commencé? À 24 ans, soit au début des années 90, il crée une entreprise de cartographie numérique qu'il revend en 99 en faisant 22 millions de plus-value. Résultat, voilà, ça commence bien. 24 ans, tranquille, 22 millions, voilà. Il décide de les investir presque l'âge de JB, donc. C'est vrai. Même, beaucoup voilà. plus vieux. Ça me donne des idées, ça me donne des idées. Donc il décide de les investir dans le futur PayPal, qui sera lui-même revendu à eBay pour la maudite somme de 1,5 milliard de dollars. Et là, bingo, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Très loin d'en profiter et de ne rien faire, il porte son dévolu sur 3 domaines de compétences. Industrie spatiale, industrie solaire, industrie automobile. Il injecte 100 millions dans SpaceX, 70 dans Tesla et 10 dans Solar City. À lui tout seul, Musk devient une vraie société de capital risque. Avec Tesla, il entend révolutionner la manière de construire et vendre les automobiles, des modèles tout électriques qui repoussent les limites de la technologie avec des autonomies records, puisqu'il y a quelques jours, la Tesla 3 a parcouru presque 1000 km avec une recharge.
Donc c'est complètement révolutionnaire. Le design est très réussi. Elles sont très belles. Voilà. Elles sont très très belles. C'est révolutionnaire, mais révolutionnaire aussi dans le mode de vente, puisque on les achète où? Sur Internet. Ces petites voitures avec sa petite carte de crédit. Bah oui. Pour la modique somme de je ne sais pas. Voilà, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elles sont assez chères pour l'instant. Les Tesla sont donc rechargeables, notamment grâce à des stations solaires présentes sur un bon nombre d'autoroutes du monde. Ces stations solaires sont produites par qui? Par SolarCity, évidemment, le plus grand financeur et installateur de panneaux solaires au monde. Il faut savoir que Musk a eu l'idée de SolarCity, pardon. C'est notre tablette qui se déclenche, pardon. Donc SolarCity, il faut savoir que Musk a eu l'idée de SolarCity au festival Burning Man aux États-Unis. Donc vous voyez, ça rapporte les fêtes et les festivals. Oui, surtout celle-ci. Alors SolarCity, on a des idées là-bas. C'est ça, des idées, c'est sûr. Est-ce qu'on les réalise? Je ne sais pas. Donc SolarCity, sans prétention, c'est la pièce maîtresse de la révolution Musk, car tous les autres projets sont connectés à SolarCity à plus ou moins long terme. La base de son modèle, c'est la maîtrise de l'énergie propre. À travers ses entreprises, Musk entend bien révolutionner un style de vie, voire la vie elle-même. Direction le système solaire avec SpaceX. La particularité de SpaceX, c'est quoi? C'est que ça crée des fusées, les Falcon, des fusées réutilisables, capables d'emmener des charges dans l'espace et surtout revenir à leur base de lancement. Et c'est ça la grande nouveauté. Le 4 juin, soit lundi, aura lieu un nouveau départ, celui chargé de mettre un satellite en orbite, sachant qu'un des étages de la fusée est une réutilisation d'une ancienne fusée. Mais son objectif ultime est bien plus grand. Il est pour 2024, c'est d'emmener des humains sur Mars avec la fusée la plus puissante jamais créée, la Falcon Heavy. Les premiers essais ont eu lieu en janvier et il pense déjà commencer en 2019 avec un petit voyage. Donc on verra. Un petit voyage tranquille. Un petit voyage. 5 millions de kilomètres. Mais pourquoi cet acharnement ? Voilà comment Musk voit les choses. Il pense que l'intelligence artificielle est plus dangereuse pour l'espèce humaine que l'arme nucléaire et qu'elle pourrait mener à la 3e guerre mondiale qui engendrerait l'âge des ténèbres de l'humanité. Il est très optimiste. D'où l'utilité de coloniser d'autres planètes. Comme le maître de l'intelligence artificielle sera le maître du monde, vous me suivez ? Oh là là. Elon Musk a créé aussi une société qui s'appelle Neuralink, dont le but est de nous sauver avec le projet OpenAI, qui consiste en la fusion de l'homme et de la machine. Voilà. Brancher nos cerveaux avec des ordinateurs, un espèce de petit mélange. Ça vous fait peur? Ça vous inspire pour vos créations éventuellement? Non, parce que nous, on travaille sur le monde dans lequel on vit, donc forcément, Elon Musk, il est conscient de ce qui se passe. Mais tous les brevets qu'il met en œuvre, tout le travail qu'ils font dans son entreprise est en open source. C'est gratuit pour l'humanité. Il ne prend pas de droits d'auteur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, sur tout ce qu'il crée, quoi. Donc c'est pour l'humanité. On verra. C'est une autre façon d'utiliser la lumière. Hein. Voilà. Ça fait limite peur, bien exposé. Pardon ? Ça fait limite peur, tout ce progrès, tous ces déplacements dans l'espace. Il est visionnaire, mais on n'a pas dit que ça allait se réaliser. Hein. Pas de panique. Il anticipe. On espère qu'il ne sera pas, parce que moi ça me fait peur. Oui, son scénario, on va voir. En tout cas, merci infiniment, Faustine. Allez, on va poursuivre avec un petit peu plus de douceur et un portrait, celui de Juliana Quidic. Elle est accordeuse de piano. C'est un métier d'art complexe et c'est notre Serge qui a voulu lui lancer un défi. On découvre de quoi il s'agit. Juliana Quidic est accordeuse de piano, un métier rare, pas courant, qui nécessite un long apprentissage. Il faut avoir l'oreille et le geste, un métier manuel mais pas que. Un métier d'art complexe, bref, un beau métier pour un bel instrument. Je lui ai demandé de venir essayer d'accorder mon vieux piano Gaveau qui date de 1904, l'occasion pour qu'elle nous raconte son parcours. Donc c'est votre instrument. Comme tu peux le voir, c'est un très très beau piano. On peut quand même l'ouvrir pour que tu puisses voir la structure à l'intérieur et qu'on puisse voir un peu ce qu'il a dans les entrailles. Donc déjà à vue d'œil, je veux dire que c'est un très beau piano parce qu'on a le cadre en bois.
ce qui n'existe plus depuis une centaine d'années. Maintenant, on fait des cadres en fonte pour la tenue d'accord. Du coup, malheureusement, c'est un très beau piano esthétiquement, mais après, il n'est pas accordable dû à sa structure, car il est trop vieux. Juliana et le piano, une première. Tu as tout de suite une expertise visuelle, c'est-à-dire quand tu ouvres un piano, tu vois tout de suite des choses? Oui, voilà, déjà en regardant la structure harmonique et l'état de la mécanique, on peut rapidement avoir un avis sur l'instrument. Ensuite, bon là, c'était le cadre qui était trop ancien, mais sinon, dès qu'on accorde, on peut aussi voir les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans le piano. Alors, Juliana, qu'est-ce que tu as comme outillage dans ce fly magique pour travailler? C'est un peu ma mallette de santé pour piano. Donc dedans, je vais avoir plein de petites pochettes pour différents thèmes. Donc là, par exemple, c'est ma pochette pour l'accord du piano, avec ma bande de feutre, ma clé d'accord, le plus important. Pour la clé, tout ça reste très très manuel, il n'y a pas d'électronique en fait, hein. Tout ça, ça reste un peu à l'ancienne quand même. Oui, voilà, c'est vraiment un métier artisanal en soi. Et toi, tu accordes à l'oreille, c'est ça? Moi, j'accorde tout à l'oreille, oui. On écoute vraiment les fréquences, les différents battements. Parce que tu disais, il y a 88 notes dans un piano. Oui. Donc ça veut dire que tu repères à chaque fois si la note est désaccordée? Oui, en fait, on va se repérer par rapport à notre La. Donc c'est notre base d'accord. Autour du La, on va construire ce qu'on appelle la partition. Et à partir de cette octave de référence, on va pouvoir construire notre accord et l'étendre par rapport à cette base. Là, par exemple, c'est ma pochette pour l'harmonisation. Donc on va avec le piquoir. Donc attention, ça pique. Donc on a des aiguilles, là c'est pour le... C'est beau ça aussi. Oui, c'est un bel objet. Assez lourd aussi, comme vous pouvez le voir. Ça peut faire torture aussi en même temps, hein. C'est-à-dire qu'on peut accorder et faire torture. Comment devient-on accordeuse de piano? Est-ce une vocation, une passion ou juste un métier comme les autres? Réponse avec l'intéressé. Ma maman en fait m'a mis au conservatoire à l'âge de 6 ans. Et donc à 8 ans, j'ai choisi le piano comme instrument. Et rapidement, c'est devenu une passion. Je voulais à la base devenir professeur de piano. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, après l'obtention de mon bac, j'ai fait l'étude, une école qui s'appelle l'ITEM, donc qui est au Mans, c'est la seule école en France où on apprend du coup le métier d'accordeur. Et c'est une formation sur 2 ou 4 ans en apprentissage. C'est 2 ans de CAP et 2 ans de BMA, donc qui est le brevet des métiers d'art. Donc pour faire cette école, il faut donc obligatoirement avoir un maître d'apprentissage, une entreprise. Et moi, j'ai eu la chance d'être embauchée donc, dans une entreprise sur Paris. Il faut être très patient. En effet, c'est très minutieux. Il faut développer cette oreille technique. Et il faut un certain temps pour l'acquérir. Du coup, si on ne s'arme pas de cette patience-là, on a tendance à vite être découragé. Parce qu'on prend du temps pour acquérir ce geste, cette oreille. Donc en effet, c'est un travail manuel, mais c'est aussi un travail d'écoute et un travail minutieux, tant au niveau du geste, au niveau du regard, on a des réglages à des millimètres près. Au niveau de l'écoute, les battements, c'est à des hertz près. Donc voilà, en dehors du manuel, il faut aussi avoir une minutie dans le métier. Tu regardais un petit peu les aigus? Alors oui, ils étaient assez clinquants, comme je disais. Du coup, j'ai piqué les têtes de marteau pour retimbrer un peu les aigus. Que ce soit un petit peu plus feutré, parce que là, c'était trop clinquant. C'est clair. C'est une vocation, on rentre pas dans ce métier par hasard. Après, forcément, les plaisirs sont différents. Si on tombe sur un petit piano droit qui est très ancien, qui n'a pas été accordé depuis longtemps, on prendra moins de plaisir que sur un magnifique piano à queue où le timbre est différent, on va avoir une autre envie de travailler sur l'instrument. Donc c'est des plaisirs différents, mais après les rencontres avec les gens sont parfois si enrichissantes que peu importe le piano, ça reste un très beau métier. Voilà, c'est terminé. Voilà, un joli portrait. Je vous avais promis, d'ailleurs, portrait de l'art, de la mauvaise foi aussi, je devrais le savoir, moi, depuis le temps. Il ne faut jamais rien dire devant elle. C'est Davia Bourgeois, qui n'en perd pas une miette et qui en profite pour se moquer de mon vocabulaire qui sent la naphtaline. C'est juste après le jingle. Bonjour, Davia. Bonjour, chère Célia. Bonjour à tous. Hello, Corsica. C'est la fin de l'année à la télévision parce que nous, femmes et hommes de télé, notre temps professionnel s'organise de septembre à juin. Donc nous sommes un peu crevés. Et même Célia Pétrogne, l'enjouée Célia, débute ses chroniques par un « Salut, je suis neurasthénique ».
Mais qu'est-ce donc que la neurasthénie, Célia étant la dernière personne à utiliser ce terme en 2018, puisqu'il fut même délaissé progressivement par Freud. Neurasthénie, terme employé pour la première fois en 1869, où asthénie, nerveuse, a été diversement rattachée à la mélancolie, à l'hypocondrie. Les symptômes incluent la fatigue, l'anxiété, les maux de tête ou encore la névralgie. Bon, ben moi aussi, Célia, c'est évident, je suis neurasthénique. C'est cool, Célia, hein, ça nous fait un point commun. C'est bien. Nous ne sommes pas, Célia, les seuls personnages célèbres à souffrir de cette mélancolie. Marcel Proust et son œuvre sont souvent associés à la neurasthénie. Et même une thèse très sérieuse s'est intéressée à la valeur créatrice de la neurasthénie dans l'œuvre littéraire de Proust. Je ne sais pas vous, mais tout cela, moi, me mettrait presque en joie. Parce que moi aussi, mon cœur bat trop vite, moi aussi j'ai de l'asthme, mais moi aussi je trouve que c'est franchement idiot d'être obligé de mourir un jour. Et vous en avez oublié. Hein. Mais Célia, si Proust nous avait connus, nous lui aurions sans doute inspiré quelques personnes, c'est évident. Nous aurions ainsi pu lire Du côté de chez Célia Pétrogne ou Un amour de Davia Bourgeois. Le côté de Guermantes est le 3e tome d'À la recherche du temps perdu, publié entre 1921 et 1922 chez Gallimard. En voici donc un extrait pour refermer cette chronique. Chère Célia, supportez d'être appelée une nerveuse. Vous appartenez à cette famille magnifique et lamentable qui est le sel de la terre. Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. Ce sont eux et non pas d'autres qui ont fondé les religions et composé les chefs-d'œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu'il leur doit et surtout ce qu'eux ont souffert pour le lui donner. Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, 1000 délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent, d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme, d'épilepsie. D'une angoisse de mourir qui est pire que tout cela et que vous connaissez peut-être, madame, ajouta-t-il en souriant à ma grand-mère. Car avouez-le, chère Célia, quand je suis venue, vous n'étiez pas très rassurée. Merci Célia, merci à tous et à la prochaine. Merci Dave. Vous avez des tocs, hein, vous aussi. Comment on dit? Tome. Les tomes. Voilà. La tome, c'est le fromage. Exactement. Vous trompez pas. Beaucoup. Merci David d'être revenu. À suivre, découverte d'une initiative. Alors elle est dédiée à l'art. Hein, on est toujours raccord avec le sommaire. Ça s'appelle Hostide et c'est Jean-Baptiste qui nous en parle juste après son jingle. Ici, donc on va dire parla di un sito che si chiama Hostide by JL, un sito che avrà un anno domani. Un'idea di Jean-Lucien Mariani, avvocato di professione, ma che è stata obbligata di piantare il suo mestiere a causa di una malattia. Questa donna, appassionata d'arte, si è lanciata in questo progetto magnifico di promozione dell'arte. E infatti questo sito unisce parecchi artisti che per la maggior parte sono corsi e vanno da un visio sino a confermato. Bon, on m'a demandé de les citer, ils sont assez nombreux, mais je vais le faire. Il y a Anto, fils de Pop, Toussaint Moufrage, Anthony Albert, Alec Malinowski, Victor Lorenz, Tsa Antonia, Karine Pollec, Jean-Pierre Pietre, on y est presque. Sébastien Dominici, Mika Colortavi, Sophie Pauline et Younes Digital Artist. Ecco, è finito. Et peut-être à voir très bientôt, qui sait. C'est possible. Et donc, da pittura a scultura e da un pop art a tradizionali, parecchi forme e stili d'arte sono adoperati. Bon, un sito appartient à tutti, hein. Tout le monde peut comprare ça, parce que ça va de l'œuvre accessible dans les 200 € à d'autres à peine un peu plus cher dans les 20 000. Voilà. Et oui, l'art ça a un prix, Ma infine, è una bella maniera di fare bombare un homme di Corsica in un mondo sano. Et puis au milieu de ces artistes qu'il y a sur cette plateforme, il y en a un qui a été mon coup de cœur. C'est Anto, fils de Pop, di Calvi, voilà, qu'on voit ici. Et comme on dit tous nos noms, cet artiste s'est orienté vers le style pop art. Et que ce style, storyteller un po' guarolien, Anto va cercare sua ispirazione in personaggi corsi come Paoli o Napoleon, ma di no in di film, in manga o anche in musica. E il risultato è magnifico. E questa è la mia preferita l'opera. Qui da Batman e Robin. Bon, infine, invece a scoprire questo sito, troverete qualcosa. Hostide by GL. Troverete qualcosa che vi piacerà. Qui sei sicuro, c'è di tutto, ne sono sicuro. L'art est bio et soprattutto in deno. Ah, il fallait le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Allez, la disparition des Lucioles, ce sera à partir du 7 juin prochain au Centre culturel Unavolt. Il va falloir patienter un petit peu, forcément, pour découvrir le travail. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que vous avez l'habitude de faire. Vous nous l'avez dit, vous avez pour coutume d'investir les extérieurs. Alors, on va regarder quelques images que je vais vous laisser commenter, si vous êtes d'accord.
sont certaines de vos anciennes installations à venir. Suspense. Ou pas. La régie, on décide. Ou pas, donc. Bon. Ah, on va teaser un petit peu, on va attendre. Alors, on va rappeler. Quand même. C'est arrivé. Alors, ça, c'était quoi? C'était quand? Ça va vite quand même. Donc la première, ça s'appelle Exil, c'était sur la plage de Nonze. C'était pour parler des désastres des réfugiés sur les bateaux qui meurent en Méditerranée. Voilà. Ça, c'était... je ne sais plus les années par contre. Rosebud, à Bastia, chemin des Sentinelles. Ouais, ça c'était à Bastia. Et ça parlait de la corruption, des réseaux... donc voilà, là c'est au début. Le commencement. Il reste plus rien de tout ça. C'était sur le port de Bastia. Il reste plus rien. Port. Il doit rester quelques carreaux. Et ça c'est à la Maison des Quartiers Sud à Loupine, une grande fresque offerte à la ville. Voilà. Donc pareil, Exil. À la première. Allez, va falloir patienter un petit peu. L'émission est déjà terminée. Vous allez filer du côté de Bastia pour aider le reste du collectif. Vous serez prêts pour le Bien set, sûr. Hein, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. On rappelle la disparition des lucioles, c'est du travail avec de la lumière, intérieur, extérieur. Une première hein, d'ailleurs, vous allez être enfermés, mais vous allez quand même amener le public à l'extérieur. On vous remercie d'être venus. Ce sera donc du 7 au 13 juin prochain. Nous, à suivre, on va parler du bénévolat. Comment être bénévole dans une association? Qu'est-ce que ça implique en particulier dans l'association INSEM? On va en parler juste après le flash de 13h qui est présenté par Delphine Léogne. Alors vous ne bougez pas, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Merci. Merci. Merci beaucoup Lisandre et bravo.